Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le sénateur Pierre Frogier. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation à 9 jours seulement maintenant du référendum du 12 décembre et au lendemain de la déclaration que vous avez prononcée hier à Boulou-Paris. Pourquoi cette déclaration? C'est votre contribution à la campagne? C'est un appel à l'apaisement pour le 12 décembre? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Écoutez, parce que nous arrivons effectivement à la fin d'un processus. J'ai volontairement pas voulu prendre part aux campagnes des premiers et deuxièmes référendums. Mais là, nous sommes à un moment où, effectivement, nous avons à préparer les conditions pour construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et il m'a semblé important de le faire. Et surtout, compte tenu des positions différentes des uns et des autres, je crois qu'il était déterminant d'essayer d'expliquer et puis, encore une fois, de définir un espace ou un chemin pour l'avenir. Voilà, expliquer à la fois se projeter sur l'avenir, se projeter aussi également un peu vers le passé, puisque vous avez souhaité faire cette déclaration à Boulou-Paris, entouré d'une vingtaine de personnalités, à Boulou-Paris, devant la stèle d'Iftoal. Pourquoi revenir sur ces dramatiques événements? C'est le moment, c'est pour rappeler aux Calédoniens leur histoire. Quand on ne se remémore pas, ou en tout cas lorsque nous n'avons pas notre histoire en tête, nous sommes malheureusement amenés à la revivre. Et pour moi, mais aussi pour celles et ceux qui m'accompagnaient, je veux notamment parler d'Harold Martin, ce sont des moments qu'on n'oubliera jamais, des années 84, 85, 86, 87, et même au-delà. Donc nous avons envie de dire aux uns et aux autres, ne revivons pas ça. Et puis, dans cette perspective, nous devons aussi avoir la mémoire et puis le souvenir des familles qui ont tellement souffert. Je veux parler, bien sûr, de la famille Tual, mais de la famille Fels à Thio, de la famille Mézir à Ouégoua. Et je veux nous avons eu aussi une pensée pour les familles du camp d'en face qui ont tant souffert. Et si nous n'avons pas les uns et les autres tout ça en tête, je pense qu'il nous manquera quelque chose. Et notamment, nous sommes de la vieille génération, donc on a encore ça dans nos tripes et dans nos veines. Mais il est important que la génération, qui est l'autre génération qui est actuellement aux responsabilités, s'approprie aussi cette histoire tragique que nous avons vécue pour peut-être avoir une appréciation un peu différente sur ce que nous avons à faire. Puis vous savez, hier, ce qui m'a poussé, puisque question précédente que vous me posiez, à m'exprimer, c'est que je sais pas si j'ai la chance, ou en tout cas, je suis peut-être un des derniers à avoir participé à la négociation de Matignon et de Nouméa. Et vous aurez compris que pendant ces 30 dernières années, ce qui m'a valu souvent des débats contradictoires un peu vifs, ce qui m'a toujours habité, et c'est de toujours privilégier l'esprit de ces accords. C'est-à-dire l'esprit de la négociation, plus que la lettre de l'accord. J'ai voulu rappeler ça hier. Et si nous avions, ces dernières années, fait privilégier cet esprit sur la lettre, qu'est-ce que c'est la lettre? Ce sont des points, des virgules, des mots. Mais le bien-être, en tout cas l'avenir d'une population, ne se détermine pas en fonction de ce qui est écrit. Et s'il faut changer l'écrit, il ne faut pas hésiter à le faire, à la condition d'avoir en tête
l'esprit qui a présidé à la négociation et l'écriture du texte. C'est ce qui va toujours agacer ces dernières années quand certains disaient l'accord, tout l'accord, rien que l'accord. Et vous avez estimé qu'à l'inverse, on s'était éloigné de ce qui avait guidé les négociateurs, les signataires de l'accord de Nouméa. Vous vous sentez comptable, redevable aujourd'hui face aux Calédoniens de ces 23 années qui viennent de s'écouler depuis la signature de l'accord? Oui, absolument. Un peu plus de 23 ans d'ailleurs. Hein. Mais vous savez, en 88, quand nous revenons de Matignon avec Jacques Lafleur, il y a dans la population, et notamment chez celles et ceux qui nous soutiennent, des questions, beaucoup de questions. Et en 1988, en novembre 88, au moment où les accords de Matignon-Oudinot sont soumis au référendum, et notamment en Nouvelle-Calédonie, il y a une majorité de plus de 60% dans la province sud qui s'oppose, rappelons-le, qui s'oppose aux accords de Matignon-Oudinot. En disant quoi? Jacques, et ceux qui ont signé avec toi ont trahi la Calédonie et ont vendu la Calédonie aux indépendantistes. Eh bien écoutez, 30 ans après, nous sommes toujours là. Et puis, je pense que c'est la meilleure preuve que, effectivement, quand vous prenez un engagement politique, il faut être... nous sommes comptables. Nous sommes comptables. Nous sommes tous comptables de ce que nous avons signé. Et j'espère que celles et ceux qui nous ont fait confiance, celles et ceux qui nous ont beaucoup critiqués à l'époque, reconnaissent aujourd'hui que c'était compliqué. Mais que nous avons, pour le moment, conduit le navire à bon port. Alors vous avez également tout fait pour éviter ce processus référendaire. Depuis quelques années, vous condamnez ces référendums à répétition, vous fustigez des référendums binaires et brutaux qui allaient accroître les tensions, les divisions dans la population. Maintenant, on est à quelques encablures de ce troisième référendum. Vous avez dit hier à Boulou-Paris que ce troisième référendum pouvait représenter une planche de salut. Est-ce que c'est pas contradictoire d'avoir refusé ce train référendaire, puis aujourd'hui de dire ça peut être finalement planche de salut, on voit ce que ça veut dire, quoi. Écoutez, la vie politique, la responsabilité politique, c'est aussi de se dire des fois que c'est peut-être pas trompé, mais on a peut-être mal analysé les situations. Et je me dis aujourd'hui, effectivement, j'étais très critique. Je savais bien, il y a 10 ans, j'ai essayé de tout faire pour éviter ce processus référendaire. Mais je me dis qu'il n'y a jamais de hasard. Et puis que finalement, à l'issue de ce processus-là, les 3 référendums, il fallait peut-être en passer par là, de façon que chacune et chacun d'entre nous comprenne bien que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que ces référendums ont traduit la réalité de la Nouvelle-Calédonie. C'est qu'il y a 2 groupes humains d'égale importance qui doivent vivre ensemble. Et que la loi de l'un ne s'imposera jamais à la loi de l'autre. Sauf si ces 2 groupes humains sont capables d'écrire ensemble la loi, d'écrire ensemble les conditions de leur avenir. Alors, à défaut d'apporter une solution d'avenir à la Nouvelle-Calédonie, ces 3 référendums auront au moins permis ça, quoi, que les Calédoniens prennent mesure, prennent conscience de la réalité des choses et de la réalité du rapport de force ou de leur capacité à vivre ensemble ou à accepter leurs différences. Non, mais qu'ils soient conscients aussi que ce n'est pas en s'affrontant, soit physiquement, ça a été le cas il y a longtemps, soit politiquement, au travers d'un scrutin comme ça, clivant, brutal, qu'ils auront une perspective pour l'avenir. Non. Donc au moins, ces référendums ont eu l'avantage de faire
apparaître cette réalité politique. Et aujourd'hui, elle est incontournable. Jamais l'un des groupes ne réussira à éliminer l'autre, et jamais la loi d'un de ces groupes ne s'imposera à l'autre. Il faut en tirer les conséquences pour l'avenir. Alors ce troisième référendum a aussi une autre particularité, outre le fait que ce soit l'ultime référendum. Il est marqué par l'appel à la non-participation du FLNKS, qui a d'abord invoqué comme raison la crise sanitaire. Et alors là aussi, vous avez peut-être surpris hier à Boulou-Paris, parce que vous évoquez cette non-participation en disant qu'elle revêt en un sens un caractère positif. C'est pour relativiser leur mot d'ordre ou c'est pour... Non, parce que j'y crois profondément. Ça permet de calmer le jeu ? Pas seulement. C'est sûr que ce rendez-vous électoral a été demandé, a été exigé par le FLNKS, sans d'ailleurs nous en parler préalablement. Il aurait pu y avoir, comme d'habitude, un comité des signataires. C'est sûr que le FLNKS pouvait le demander, mais bon, ça s'est décidé, comme ça, avec le gouvernement, ok. Mais cette échéance, aujourd'hui, elle s'impose à nous. Et nous devons collectivement l'assumer. Le 12 décembre, nous allons collectivement l'assumer. Alors, nous allons l'assumer d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous appelons celles et ceux qui ont l'amour de la France en eux de se mobiliser massivement, de façon que le résultat soit clair. Mais grâce à cette participation, ou à cause de cette participation, ce processus sera derrière nous, sera terminé. L'accord de Nouméa sera conclu avec le troisième référendum. Mais là où j'y vois effectivement un espoir pour la suite, c'est que le FLNKS prône effectivement cette non-participation. C'est pas un boycott, enfin, c'est clair. Hein, le boycott, ça nous rappelle malheureusement des moments dramatiques. Une non-participation. Cette non-participation, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence ? Dans la campagne électorale, par exemple. Campagne électorale, là, encore une fois, notamment lorsqu'il s'agit d'un référendum de cette nature, oui ou non. Campagne, elle a tendance à déboucher sur des dérapages. Les mots, la plupart du temps, vont bien au-delà de ce que les uns et les autres ont en tête. Et ça laisse des traces. Pire. Ça peut, pour certains électeurs, ou enfin une partie de la population, certes minoritaire, mais de prendre au mot, et puis de procéder à des actions parce qu'on l'a déjà connu, hein, qui risquent ou qui peuvent empêcher que le 13 décembre, nous soyons dans des conditions pour construire notre avenir. Donc le fait de ne pas participer à cette campagne électorale, je pense que ça participe de l'apaisement. C'est ce que j'ai dit hier à Boulou-Paris. Et que cette non-participation, qui de mon point de vue a un caractère positif, permet d'ores et déjà d'ouvrir, ou en tout cas, de se persuader qu'il y a un chemin sur lequel nous pourrons marcher en commun. Alors évidemment, c'est ensemble. Alors c'est quand même... Tout n'est pas gagné, mais en tout cas, c'est mieux que si ça avait été autrement.
En tout cas, c'est la question que se pose les Calédoniens. Vous dites, bon, ça y est, le troisième référendum, au moins le processus sera clos, ce troisième référendum sera passé. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle beaucoup du 13 décembre. On imagine que c'est pas le 13 que les choses vont se décanter. Comment faire en sorte, comment parvenir à créer un environnement favorable pour que les différentes parties s'assoient autour de la table du dialogue? C'est la question qu'on vous pose. Comment? Parce qu'on voit quand même s'il y a une non-participation, il y a quand même encore des tensions de part et d'autre. Il n'y a pas forcément de volonté de dialogue. Les indépendantistes disent parfois qu'ils veulent que des bilatérales avec l'État, d'autres fois qu'ils n'iront pas discuter avec l'État, ou en tout cas avec les autorités qui existent actuellement. Comment faire en sorte que ce dialogue soit possible? Pour quelle raison je considère effectivement cette participation, cette non-participation a un caractère positif? C'est que ça nous permettra, avant d'aller au-delà, et j'en ressens un peu les prémices, de nous mettre autour d'une table, face à face, et c'est ce que j'ai aussi dit hier à Boulou Paris, et qu'on se dise tout dans les yeux, qu'on se dise notre vérité. Quels sont les engagements? Qu'est-ce que nous avons dit à Matignon? Qu'est-ce que nous nous sommes dit à Nouméa? Et qu'est-ce qui a été fait depuis? Si nous n'avons pas la capacité, la possibilité, et surtout le courage de nous regarder face à face, les yeux dans les yeux, en nous disant nos 4 vérités, eh bien, on aura du mal à aller plus loin. Mais comme je sais que nous sommes tous attachés à cette terre, quelles qu'elles puissent être nos convictions, nous sommes tous attachés à cette terre. Nous devons cette vérité. Nous devons regarder et nous parler et jusqu'au bout. Tout nous dire, ce qui a été bien et ce qui n'a pas été bien. Mais il faut le faire sans intermédiaire, parce que c'est nous que ça concerne. Voilà, j'allais y revenir, mais tout de suite quand même, est-ce que vous avez déjà identifié des interlocuteurs? Et quand vous dites se parler, c'est avec ceux qui ont signé avec vous à l'époque, avec ceux de Matignon, de Nouméa, ou les nouvelles générations indépendantistes aujourd'hui? Est-ce que vous avez identifié des gens avec lesquels il est possible de parler et de construire cet avenir? Non, c'est pas mon rôle d'identifier qui que ce soit. Ce que je sais, c'est qu'en 88, les accords de Matignon ont concerné qui? Qui ont été les acteurs historiques de ce qui s'est passé? Le rassemblement d'un côté, l'Union calédonienne de l'autre. 98, c'était à peu près ça. Bon, après, les choses elles se sont détériorées. Mais, comprenez bien, moi je n'ai pas... Il ne s'agit pas d'exclure personne. Enfin, et puis, c'est moi qui déciderai de celles et ceux qui sont autour de la table. Mais enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis disponible. Savent que dans la jeune génération d'élus, un certain nombre d'entre eux sont aussi disponibles. Mais la condition, c'est qu'encore une fois, nous retrouvions l'état d'esprit de 1988. Celles et ceux qui se sont affrontés ont été capables de se donner la main. Et vous savez, cette poignée de main, elle est ineffaçable. Mais ce n'est pas seulement une photo. Il faut être conscient de tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il y a dans cette poignée de main. Ce que je souhaite, c'est que celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans prennent place autour de cette table. Parce que, je vous le répète, ce sera la seule condition pour aller au-delà. Alors, c'est vrai que on n'est pas encore arrivé au but, et que pour le moment, je vous répète, je considère que positionnement, le nôtre, celle du FLNKS, le 12 décembre, permet d'ouvrir le chemin. Mais sur ce chemin, pour l'instant, nous sommes côte à côte. Et tant qu'il n'y aura pas cet échange en vérité, cet échange de vérité, ce sera difficile de se tenir la main. Et pourtant, pour la suite, c'est impératif. Alors, vous avez dit hier, à Boulou Paris, donc effectivement, affirmer vous parlez face à face, les yeux dans les yeux, sans intermédiaire.
Faut l'interpréter comment? Sans intermédiaire, ça veut dire sans l'État, sans le troisième partenaire des accords de Matignon et de Nouméa? Dans un premier temps, en tout cas? Certainement. Je vous le répète, il faut qu'on soit capable de se dire nos vérités. Sans filtre. Et pour ça, on n'a pas besoin d'experts. Il faut se dire les choses. Et puis ensuite, ce sera un autre temps. Et je reste persuadé que même dans cet autre temps, l'État devra changer de méthode. C'est-à-dire qu'il faut passer d'un État arbitre, c'est un peu ce qui a été fait ces dernières années, soit arbitre, soit faites comme si j'étais pas là. Sauf que l'État a passé son temps à attribuer les bons et les mauvais points. Puis on l'a encore entendu ces temps-ci. Je pense qu'il est nécessaire pour notre avenir que l'État devienne le garant de ce que nous aurons été capables de construire. Et surtout, rappel à l'ordre. Les partenaires, lorsqu'ils auront un peu dévié, si nous y arrivons, de la ligne, les engagements qu'ils auront pris. Ça a un sens. Ça a un sens. Je pense qu'aujourd'hui, les uns et les autres ont suffisamment d'expérience pour être capables d'assumer ces négociations, capables d'assumer ces responsabilités, ou leurs responsabilités en toute confiance. À condition, bien sûr, que l'État soit là, mais joue un rôle différent de celui qu'il a voulu jouer ces dernières années. L'État, quand on parle de l'État, surtout pour l'instant, on a souvent tendance à dire oui, mais on va attendre de voir qui est l'État, puisque on rentre en pleine campagne présidentielle. Est-ce que d'ici le mois de mai, il y a des choses qui vont pouvoir se passer, ou est-ce que justement c'est l'occasion pour les partenaires locaux de parler entre eux en attendant de savoir... Commençons à en parler ensemble. Commençons à se parler, même si je vous le dis pour la 10e fois, les yeux dans les yeux et en confiance. Parce que si on n'est pas capable de ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Pas la peine, c'est pas l'État qui va arranger quoi que ce soit. Hein. Pas les experts, vous savez, on a vu passer quelques-uns ces dernières années. Hein. Et si nous n'avons pas, je vous le répète, ce souci de vérité, de confiance les uns et les autres, mais il faudra en tirer les conséquences. Alors se parler, pourquoi? Il va bien falloir construire quelque chose. Actuellement, l'État, justement, a fait un calendrier qui va jusqu'en juin 2023. Pour préparer quel projet? Vous parlez d'un modèle, il faut repenser notre modèle du vivre ensemble, ajuster nos institutions avec l'éclairage des deux drapeaux. Ce nouveau modèle sera celui du vivre ensemble dans la pluralité. On ne va pas rentrer dans les détails d'un futur projet, mais c'est les lignes conductrices, à votre avis, de cette solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie? Il me semble, parce que là aussi, c'est tirer les enseignements de ces référendums. Je vous parlais de deux groupes humains qui constituent la communauté calédonienne. Et on voit bien dans ces référendums, chacun de ces deux groupes humains souhaite conserver son identité. On ne touche pas à l'identité d'un être humain. Ce qu'il faudra trouver, ce qu'il faudra définir, c'est des modalités pour que ces deux identités vivent, qu'elles ne se combattent pas, que chacune trouve sa place, et pire que ça devienne une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'un jour, nous soyons capables d'additionner ces identités plutôt que ce qu'on a voulu faire en 1998, de d'écraser ces différences pour que tout le monde soit pareil. Beaucoup évoqué l'idée de communauté de destin commun, etc. C'est des mots galvaudés, ils n'ont pas de véritable réalité. On a voulu écraser les différences. On a voulu écraser la différence. Eh bien, les êtres humains ne sont pas comme ça. Ils sont fiers de leurs identités. Donc il faut qu'on soit capable de reconstruire un modèle fondé sur les identités plurielles de la Nouvelle-Calédonie, sur la pluralité
de la Nouvelle-Calédonie. Alors effectivement, après, pour rentrer dans les détails, vous savez que je pense que ce modèle peut très bien se construire au sein de chaque province. Et en tout cas, c'est un sujet dont il va falloir parler, encore une fois, sans réserve. Et puis, hier, vous savez, j'ai conclu mon papier. Vous avez regretté qu'on ait, faute d'avoir réussi un mariage d'amour, employons-nous à réussir un mariage de raison. C'est ça. Petite déception de ne pas avoir réussi le mariage d'amour. Vous pensiez vraiment que c'était possible depuis ces 30 dernières années? L'être humain s'est fait aussi pour s'aimer, mais bon. C'est vrai que le mariage d'amour, il est derrière nous. Hein. En revanche, je suis persuadé que ce mariage de raison, encore une fois parce que nous avons quand même cheminé ensemble depuis tant d'années, est possible. Donc le mariage de raison, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un contrat. On privilégie les engagements. Ce contrat, il est écrit. Et il y a quelqu'un, effectivement, qui est là pour s'assurer que le contrat est exécuté. Alors que le mariage d'amour, au fil des humeurs, des uns et des autres, tout ça, ça peut effectivement évoluer, ça peut, au fil des événements, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais lorsqu'on est en responsabilité d'un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, qui a tellement d'abord une richesse humaine, une richesse culturelle, puis un potentiel économique exceptionnel, eh bien, privilégions le mariage de raison, c'est au bénéfice de nos enfants, de nos petits-enfants. Et le garant de ce mariage de raison ou de ce vivre ensemble, ça ne peut être que la République française? Vous avez un doute? Mais bien sûr que c'est une évidence. Il faut peut-être le répéter, il y a un référendum dans 15 jours. Chacun en est conscient. Chacun en est conscient. Encore une fois, un pays organisé comme le nôtre doit respecter un état de droit. Et cet état de droit, il n'y a que la République française qui peut là aussi en être garante et puis le faire respecter. Sinon, c'est l'anarchie. Donc c'est simple. C'est simple. Et c'est pourquoi je ne doute pas du résultat du 12 décembre. Mais au moins, à l'issue de ces processus, s'il y a une chose qui sera posée, qui sera ancrée, c'est effectivement d'avenir. La Nouvelle-Calédonie est ouverte. Ce sera à nous de donner un nouveau souffle, mais ça se fera au sein de la Constitution française et avec la garantie de la République française. Le sénateur Pierre Frogier, invité de Transparence, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci. Un magazine Transparence que vous pourrez retrouver dans quelques instants en audio et en vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.